qui ont eu lieu. Donc, c'est vrai qu'on peut parler de lâcheté, mais on peut parler surtout de lâcheté dans le cadre où, on invente des institutions, on croit, dur comme fer qu'elles sont telle chose, sans aller comprendre la réalité du processus derrière. Parce que, quant à la relation personnelle par rapport à la lâcheté, je ne sais pas si on peut, appeler quelqu'un qui est menacé de mort, lâche. Vous voyez? Quand vous êtes menacé de mort ou qu'on menace votre famille ou, que vous êtes, bah, je sais pas si est-ce que la lâcheté, c'est d'abandonner sa famille en renonçant pas à des discours? Enfin, je sais pas, là, on n'est pas vraiment dans le domaine de la lâcheté, vous voyez? C'est autre chose. Mmh. Bah, justement, Malik, tu veux, Par contre, je t'ai vu hocher la tête, Malik, justement. La lâcheté, ben, le fait est que nous sommes dans un monde où la martialité est omniprésente. Donc, il faut s'organiser de manière à ce que si l'on menace sa propre famille, être capable de remédier à cela. Donc, bien sûr, non mais, enfin, bon, moi je voudrais sans pas rentrer, oui, sans rentrer, bien non, sûr, dans une opposition directe à des groupes mais bien sûr, mais puissants. vous pouvez pas parce que vous savez pas, ils sont quand même très malins, très bien organisés, très Ah si, si, puissants. si, je le sais très bien, et nous sommes Moi, je veux nous-mêmes dire, c'est sous la vie. le coup de la menace de beaucoup de ces gens-là. Et ce que nous faisons, et nous invitons les gens qui sont capables de le faire également, est de faire un travail de contre-enquête afin de repérer ces individus et de savoir que grâce à la masse populaire, on peut faire face et remédier à beaucoup de menaces, comme l'exemple de l'organisation communautaire américaine Nation of Islam qui a réussi à protéger Mohamed Ali, donc Cassius Clay, qui était menacé par la mafia italienne sans armes, aucune, alors qu'eux-mêmes étaient armés. Donc il y a des manières de faire, il y a des manières de s'organiser, puisque la Pax, la paix, historiquement, n'est obtenue que par la force militaire. Donc on ne peut pas rester dans l'attente. Et les questions que vous posez les gens dans le chat étaient quelle est la solution concrète? C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr, il va falloir aller à l'affrontement, même physique, face à ces élites. Et ce n'est pas ce à quoi nous appelons. Mais malheureusement, on a pu le voir, hein, à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, il y a des affrontements derrière. Donc plus cela va prendre de l'ampleur et plus la violence va s'imposer. Donc de toute Moi, j'ai façon, quand même envie de dire que, moi, je prêche pas la violence parce que la violence, on n'a pas le rapport de force en notre faveur pour le gagner. Donc, la violence, ça serait plutôt, un élément qui ferait qu'on perdrait cette guerre. Je crois qu'il faut d'abord la gagner par la prise de conscience, oui, oui, que nous bien sûr, ne vivons tout pas à en fait. démocratie, qu'aller mettre son bulletin dans les urnes, ce sont des urnes funéraires et que, Exactement. finalement, on pense qu'à une chose, vivre dans un univers parallèle qui n'existe pas. Je crois que la 1re pierre pour gagner cette guerre, c'est d'être conscient de la réalité du pouvoir et ce pouvoir, il est, il est terrible. Enfin, il est très, très, très violent, il est radical. Exactement. Et c'est pour ça Alors en que plus, là où on peut quand même parler de lâcheté, là où je rejoins votre auditeur quand même, c'est que, il y a énormément de corruption par les mœurs et ça, c'est vraiment de la c'est la lie de l'humanité. Je veux dire que là, que être tombé aussi bas, et avoir mis, des personnages aussi vils, d'avoir accepté que des personnages aussi vils, remplissent même un rôle de pantin, c'est quand même de la responsabilité des populations. c'est ça. Donc C'est là, la lâcheté est là, justement. On parlait justement de l'acheter là, lâcheté ouais, c'est vrai. également individuelle. C'est-à-dire que, individuellement, si on ne se construit pas de manière à être entouré, puisque Mmh. la mafia fonctionne de cette manière-là. Il y a du monde, il y a des réseaux, il y a des moyens, et à nous également au niveau populaire de savoir le faire. C'est bien pour ça que des révolutions réelles ont pu voir le jour et pour ça qu'aujourd'hui, des coups d'État africains très efficaces ont réussi à bouter hors de leur territoire les intérêts occidentaux qui sont bien sûr soumis à la finance apatride. Et c'est pour cela que on doit être conscient de cette importance-là, de cette force, de l'importance de la société civile et ne pas être soumis et ne pas avoir une crainte plus que de raison. Bien sûr, le fait est qu'il ne faut pas s'opposer frontalement à un mur de fer. Hein. C'est une puissance économique et une puissance matérielle qui est face à nous. Donc on ne peut pas, voilà, nous, avec nos petites mains, nos petits bras, s'opposer de manière frontale, effectivement. Donc c'est d'abord par le biais de l'idéologie et ensuite de la politique elle-même
donc de la politique réelle et non pas celle, la politique électorale, non pas celle des urnes qui, comme vous l'avez dit, sont des autels aujourd'hui, hein, les autels d'une nouvelle religion civile, hein, qui est celle qui a pour adorer, pardon, la monnaie qui elle-même n'a pas de réalité économique indépendante de la planche à billets aujourd'hui, malheureusement. Et de ce fait, une chose très importante, c'est la conscience collective. La conscience collective, pour que justement on puisse faire face à l'influence écrasante des groupes tels BlackRock, des groupes tels McKinsey, qui sont qui vivent, qui vivent un ménage aujourd'hui même incestueux, puisque ce sont des entreprises et des groupes et des, des cabinets de conseil qui n'ont pas une nature semblable, qui finalement arrivent à se retrouver dans les mêmes affaires et dans les mêmes milieux pour justement travailler main dans la main afin d'étendre leur toile Oui, oui, ils sont très d'influence. souvent jugés partis et surtout, ils sont contrôlés par des capitaux, identiques, hein. On retrouve, C'est ça. State Street, Vanguard et BlackRock, dans à peu près, toutes les multinationales, tous les gros conglomérats économiques, sachant que, il y a des participations croisées dans les uns et les autres et qu'au final, je pense que les propriétaires de Vanguard, en tout cas ceux qui, avec très peu de capitaux, contrôlent ces immenses, fonds financiers, sont, en fait très peu nombreux et sont derrière tous les autres. Il y a des interdépendances capitalistiques et des interdépendances, juridiques, des interdépendances économiques et familiales qui font qu'en réalité, il y a très peu de gens qui sont, derrière toute cette superstructure de contrôle des richesses mondiales. Alors maintenant, il faut faire attention parce que, vous parliez de révolution, moi je pense que les révolutions, je suis assez, sceptique sur le fait que les populations peuvent gagner des révolutions. Elles sont toujours financées par quelqu'un et si J'allais y vous venir, oui. l'idée c'est pas de tomber, d'un esclavagisme dans un autre. Ju- C'est-à-dire, c'est pas juste, d'échapper au règne, américain pour tomber dans le règne chinois ou je ne sais quoi. Enfin, Ah vous non, non, voyez, non, c'est justement, à justement, retrouver justement, un Valérie, équilibre, ouais, de toute façon à justement, retrouver Valérie, une ouais. économie. j'allais vous Justement, donner Valérie, l'exemple. on va laisser Malik terminer parce que je pense que ouais, son point de vue va être intéressant, ça va vous intéresser, on pourra échanger C'est ça, sur ce j'allais point de vous donner vue-là. Ouais. l'exemple concret des révolutions qu'on a connues dans les années 60-70, comme en Libye, où grâce à l'entreprise d'un collectif de militaires, donc à la tête duquel se trouvait le colonel Kadhafi, on a pu mettre à la porte tous les intérêts étrangers qui phagocytaient l'économie nationale. Et de ce fait, le multipartisme que vous avez tout à l'heure justement décrié était quelque chose de totalement détesté et rejeté par le père de la troisième théorie universelle, c'est comme ça qu'il l'a appelé, c'est-à-dire Kadhafi et son régime de la Libye des masses. Donc encore une fois, avec tous ses défauts, hein, bien sûr, mais sur le plan théorique, ce qui était intéressant, c'est qu'il décriait justement ce multipartisme et ce partisanisme, hein, plus précisément, qui justement empêche le peuple de gouverner, qui empêche le peuple d'établir, d'appliquer sa gouvernance et de ce fait justement, ou du moins son influence directe. Et de ce fait, effectivement, les populations seront amenées de toute façon, comme toujours, à sortir. On a pu voir hein, le mouvement des Gilets jaunes qui a été très significatif à ce sujet, qui était annoncé depuis pas mal d'années avant que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y avait des prémices d'une de soulèvements divers. Donc, encore une fois, soulèvements qui ont été calmés par la restriction sanitaire, par les restrictions sanitaires. Donc, effectivement, le peuple, de toute façon, les masses populaires seront toujours la force que celle-ci représente seront toujours canalisées. Mais je prenais l'exemple justement de mouvements sociaux et donc de l'agitation et de l'organisation de la société civile comme en Afrique de l'Ouest, où on a pu imposer le retrait progressif des armées occidentales qui
aujourd'hui sont présentes en Afrique de l'Ouest, bien sûr dans un intérêt économique, dans une logique néocoloniale, et qui aujourd'hui, même si encore une fois ça reste que le régime militaire aujourd'hui à la tête du Mali est un régime donc militaire, par définition ce n'est pas l'idylle, mais pour changer, pour que le changement soit effectif, il faut passer par des étapes. Donc, de manière progressive, arriver à se défaire de la mainmise justement des diverses, de la banque, aujourd'hui de la Banque mondiale en réalité, sur la monnaie et autres, donc sur les flux monétaires. Et donc oui, la révolution pure et dure comme ça, ce n'est pas le peuple lui-même qui va la mener. Mais ce que je disais également, c'est que au niveau individuel, il ne faut pas craindre la menace de groupes d'influence si on a soi-même la capacité d'être organisé, comme je donnais l'exemple tout à l'heure d'organisations politico-religieuses ou non, hein, politiques essentiellement, qui ont su faire face à de grands groupes menaçants. Voici. Oui, mais je dirais que les Français ne sont pas avertis. Enfin, on n'est pas en capacité aujourd'hui en France de générer ce genre de contre-pouvoir parce que justement les Français ne savent pas. Ils savent rien. Ils ne comprennent pas les rapports de force qui meuvent leur régime politique. Ils ne savent pas qui commande vraiment. Et de toute façon, ils ne sont même pas en capacité d'attraire en responsabilité les vrais commanditaires, les vrais donneurs d'ordre. Ils n'ont en face d'eux que des commissionnaires, que des voyageurs représentants placiers qu'on leur présente en personnel politique et qui n'ont aucun pouvoir décisionnaire. Donc, je dirais qu'il y a toute une démarche d'information, de compréhension de la réalité politique, économique et juridique dans laquelle on vit, avant de pouvoir penser qu'on peut s'en sortir par soi-même. Parce que des individus trop isolés n'ont aucune capacité de se sortir de cette mafia et en particulier de résister à des pressions sur la vie ou enfin, surtout sur la vie, quoi. Non, il faut refaire société, il faut déjà être conscient des réalités. Pour faire société, il faut identifier son ennemi. Enfin, les Français sont très loin encore d'avoir identifié leur ennemi, je pense, hein. Clairement. Alors, je salue